bonsoir à tous. Je suis ravi de vous recevoir pour cette première masterclass de la rentrée 2024-2025. Vous allez voir, tout au long de l'année, on a des masterclass. Elles sont souvent le soir, puisque vous travaillez ou vous êtes en cours. Donc souvent, certaines seront en présentiel, comme celle-ci, ce qui est un petit peu l'habitude, je dirais, de la première, de faire une grande cérémonie et pouvoir vous retrouver tous ensemble. Et puis vous aurez aussi durant l'année des masterclass en distanciel, entre autres en vidéo ou en amphithéâtre de petite taille, parce que je sais que vous travaillez beaucoup, donc on essaie d'alterner un petit peu. Alors, tout d'abord, je vous invite, pour ceux qui ne le savent pas encore, on a une petite chaîne YouTube Financia et vous pouvez retrouver toutes les masterclass qui ont été faites, puisqu'on les filme, et donc vous pouvez les revoir. Et c'est un acquis intéressant. On est sûrement une des institutions qui a la plus belle bibliothèque de masterclass, puisque de nombreux économistes sont venus, pas seulement, des influenceurs aussi, des étudiants raconter. Je pense entre autres souvent par exemple au VIE, on me dit est-ce que je peux partir à l'étranger, sur YouTube on a l'exemple d'étudiants qui étaient entre autres à l'étranger. Je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est, et quand c'est expliqué par un étudiant qui a été, je dirais, à votre place, je pense que pour vous, c'est excessivement clair. Donc je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube et à regarder les passés. Voilà, et puis aussi tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit avis Google aussi, ça fait toujours plaisir. Alors ce soir, on n'est pas dans YouTube, ce soir on est dans le réel, et vous avez, j'ai aussi, nous tous ici, on a une chance incroyable parce qu'on a un invité ce soir, et qui n'est pas n'importe qui, parce que déjà je le porte dans le cœur, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est un des fondateurs de Financia avec moi, puisque c'est un des premiers professeurs qui m'a fait confiance, et il a fait confiance non pas à l'institution de Financia qui est aujourd'hui, mais à un PowerPoint, à une idée de démocratiser l'alternance à haut niveau dans les métiers de la finance. Voilà. Et Christian Boissieu, ici à ma gauche, m'a fait cette confiance pour avoir un autre public, à une époque où il avait peut-être le seul grand directeur à avoir un master qui portait son nom, hein, puisqu'on appelait le De Boissieu. Voilà. Peu de place, plus de 1000 candidats chaque année, et on a la chance de l'avoir à Financia, puisqu'il ne nous a pas seulement accompagnés en apportant son savoir, sa connaissance, mais une réelle implication, puisque depuis maintenant 11 ans, depuis le début, le premier jour, il est professeur chez nous et il donne un nombre d'heures conséquent, il n'est pas seulement de passage, et il le prouve encore ce soir. Et en tout cas, pour moi, c'est un honneur de présider un établissement avec un grand monsieur comme Monsieur De Boissieu, que je vais demander d'applaudir, s'il vous plaît. Alors, j'ai promis d'être court, mais à la base, en fait, je me suis dit, quand on présente quelqu'un, on va souvent sur sa page Wikipédia, et vous avez un ensemble de renseignements. Bon, comme j'ai promis d'être rapide, le souci, c'est que Monsieur De Boissieu n'a pas qu'une page, comme vous pouvez le voir, hein. Il a au moins 6 pages d'œuvres, d'ouvrages, son parcours incroyable. Et ce que je me dis, c'est qu'au lieu, certains d'entre vous le connaissent, son parcours. Et ce que je vous invite, ce que je vais faire pour une fois, je ne vais pas en parler, je vais vous demander d'aller taper sur Google. Pas maintenant, hein, pas de téléphone, pas en cours non plus. Voilà, mais après vous pourrez taper sur Google Christian Boissieu, vous verrez, il y a une page Wikipédia excessivement fournie et il y a un parcours et vous comprendrez pourquoi je fais applaudir et pourquoi un grand honneur d'être ici. Sans plus tarder, on a la chance et l'idée pour cette masterclass a été d'avoir Christian Boissieu qui va nous présenter son livre, voilà, qu'il a coécrit
avec Dominique Chénaud. Il ne faut jamais oublier les co-écrivains, c'est vraiment important. Et donc on a la chance de l'avoir ici. On a la chance aussi d'avoir un certain nombre de livres à l'école. Alors, on n'a pas pour tous, parce que vous êtes excessivement nombreux, mais on en a, et en tout cas, il y en aura dans la bibliothèque. Et donc, on aura l'occasion de pouvoir soit vous les donner, soit vous les prêter, pour vraiment aller plus en approfondi, parce que c'est bien avoir un exposé d'un livre, mais c'est encore beaucoup mieux de pouvoir le lire. Sans tarder, et comme j'ai promis, je donne la parole à mon grand ami, Christian de Boissieu. Bravo. Bien, chers amis, bonjour, ou plutôt bonsoir. Je suis ravi d'être ici, d'ouvrir le cycle, Alfonso, j'ouvre le cycle des masterclass. La règle du jeu, c'est que vous avez pendant 1h30 laissé tomber, cher monsieur, devant moi au premier rang, laissez tomber vos portables. Moi, je l'ai planqué, je ne prendrai aucun message. Vous êtes plus important que vos portables. Et donc, faites comme moi. Considérez que je suis plus important que vos portables. OK? On peut partir de cette idée. Je crois que c'est important de définir la règle du jeu. Alors, la règle du jeu est la suivante. Je vais introduire le sujet. Comment financer... parenthèse, merci de ton introduction, Alfonso. J'ai eu l'impression d'assister à mon enterrement, mais... un petit peu, donc tu prépares le terrain, là, voilà. Alors, je reviens en arrière. Bon. Comment financer la transition énergétique et écologique? Je vais aborder 3 sujets devant vous. Je vais parler au maximum 1 heure. S'il le faut, je m'interromprai au milieu d'une phrase quand j'arriverai à l'heure. Et on aura une demi-heure d'échange. Moi, je suis là pour vous, je ne suis pas là pour faire le malin. OK? Alors, 3 sujets à traiter devant vous pour introduire le thème. Premier sujet, ce que j'appelle les défis à relever. Deuxième point, qu'attendre du côté des autorités publiques, l'État, les organismes internationaux, les banques centrales. Et puis, plus spécifiquement, parce que vous êtes des spécialistes, vous allez devenir des spécialistes de la finance, je vais revenir dans la dernière partie sur le rôle des intermédiaires financiers et des marchés financiers dans le financement de ce qu'on appelle la transition énergétique et écologique. Voilà le menu que je propose en 1 heure. Si j'en fais moins, tant mieux, on aura plus de temps pour l'échange, mais j'en ferai pas plus de mon côté. Alors, les défis à relever, d'abord, le défi climatique, je ne sais pas ce que vous savez sur ces sujets, qui vont vous concerner plus que moi, compte tenu de vos âges. Je veux dire, vous allez vivre pendant des décennies avec cette question du climat. Moi, ce qui me reste à vivre encore, je vais bien sûr m'intéresser à ça, à la fois comme citoyen, comme économiste. Qu'est-ce que c'est que ce défi climatique? Comme vous le savez, il y a un réchauffement général de la planète dont on a pris conscience et qui s'est accéléré. Alors, le défi climatique, si on veut essayer de comprendre le sujet, les objectifs et les moyens aujourd'hui, il faut partir de ce qu'on appelle l'accord de Paris de 2015. Cet accord n'est pas important parce qu'il a eu lieu à Paris. S'il avait eu lieu à Berlin, il aurait été important aussi. Il a eu lieu parce que c'est à l'occasion de la COP 21, la COP 21 en 2015, que les pays qui étaient autour de la table ont signé un certain nombre d'engagements, ces engagements très importants pour lutter contre le réchauffement climatique et fixer des objectifs qui malheureusement ne vont pas être atteints en 2024. Il faut constater que pratiquement 10 ans après l'accord de Paris, c'était bien d'être volontariste en 2015 à Paris, mais les choses sont beaucoup plus difficiles qu'on le pensait à l'époque. Alors, la COP, je vous dis en un mot ce que c'est que la COP. La COP, ça veut dire, en anglais,
Conference of the Parties, la conférence des parties prenantes. Bon, Paris 2015, c'était la 21e. Il y a en principe une COP chaque année, sauf qu'au moment du Covid, on a, à ma connaissance, laissé passer une année pour cause de crise sanitaire mondiale. Nous sommes à la veille, au moment où je vous parle, nous sommes à la veille, dans quelques semaines aura lieu la COP 29, qui aura lieu en Azerbaïdjan, à Bakou. Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. Et quand je regarde un peu ce qui se prépare pour Bakou au mois de novembre, on va revenir sur les engagements de l'accord de Paris. On va constater qu'on n'a fait qu'un bout du chemin. Et on va, d'après ce que je comprends, on va mettre le paquet sur les aspects financiers. Parce que si on n'arrive pas à financer la transition énergétique et écologique, il n'y aura pas de transition. Le financement est une condition nécessaire mais pas suffisante de cette transition. Donc Bakou, au mois de novembre, mi-novembre, va aborder tous les sujets écologiques que vous pouvez imaginer liés au changement climatique, mais va mettre le focus, comme on dit en franglais, va mettre le focus sur les problèmes de financement. C'est l'objet de ma conférence devant vous ce soir. Alors, l'accord de Paris, je dis, était très ambitieux et finalement, 9 ans après, se révèle avoir été trop ambitieux. Mais dans la vie, il faut mieux être plutôt trop ambitieux que pas assez. Pourquoi il était très ambitieux, l'accord de Paris 2015 ? C'est parce que les pays qui ont ratifié l'accord de Paris, l'ont ratifié en 2016, quelques mois après la réunion de Paris de décembre 2015, s'étaient en quelque sorte engagés à limiter le réchauffement climatique pour la fin de ce siècle, pour 2100 si vous voulez, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum. 2 degrés maximum. Alors, 2 degrés de plus par rapport à la température de ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle. On ne sait pas très bien historiquement à quoi correspond l'ère pré-industrielle. C'est quelque part qui se situe, si vous voulez, au XIXe siècle, avant les grandes révolutions industrielles qui ont marqué la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, et même l'accord de Paris était encore plus ambitieux que de limiter à 2 degrés. Il disait, si possible, on va faire le maximum pour limiter à 1,5 degré le réchauffement de la planète par rapport à la température de l'ère pré-industrielle. Le problème qu'on a aujourd'hui, nous sommes en 2024, donc nous sommes très loin de 2100, et le réchauffement climatique mesuré par rapport à l'ère pré-industrielle est déjà de 1,4. Donc on est pratiquement sûr qu'on ne pourra pas tenir l'objectif très ambitieux de l'accord de Paris. Alors, les COP, les Conference of the Parties, pour travailler, sont aidés par un groupe de scientifiques qui s'appelle le GIEC. G-I-E-C, ça veut dire le groupe international d'experts du climat. Groupe international d'experts sur le climat. Et c'est le GIEC, qui est composé de prix Nobel et de pas prix Nobel, enfin il y a des scientifiques venant de différentes disciplines, qui fait l'analyse scientifique des problèmes de réchauffement climatique. Bon, et donc le GIEC se réunit généralement, je ne sais plus, il s'est réuni plusieurs fois cette année parce que les experts se réunissent plus souvent que les chefs d'État et de gouvernement. Les chefs d'État et de gouvernement, ils se réunissent à l'occasion de la COP, chose un peu officielle, mais le travail de la COP, il est préparé par le GIEC. Donc le GIEC a fait par exemple un rapport l'année dernière en 2023 que j'avais regardé de près en disant pour limiter le réchauffement climatique, il faudrait développer un peu partout dans le monde, y compris en France. Nous sommes tous dans le même bateau du point de vue du climat. Le nuage ne s'arrête pas à Tchernobyl, comme vous le savez. Bon, donc nous sommes dans le même bateau, pays du Nord, pays du Sud, Est et Ouest également. Et donc l'idée, c'était en quelque sorte, au moment de l'accord de Paris, de se donner les moyens de lutter contre le changement. Et je répète, le GIEC en 2023 a fait un rapport très intéressant que vous pouvez télécharger, mais pas maintenant s'il vous plaît, sur la sobriété, le thème de la sobriété, limiter la demande,
peut-être limiter également l'offre pour essayer d'avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut que je vous dise des choses précises pour comprendre le débat. Le sujet, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Quand vous regardez quels sont les gaz à effet de serre, le principal, c'est le carbone, CO2. Le carbone, c'est pour ça qu'on parle de carbone, on parle de neutralité carbone, mais le carbone, c'est uniquement 70% des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez un deuxième gaz qui joue un rôle important par rapport à ces problèmes de réchauffement climatique, qui s'appelle le méthane, qu'on trouve beaucoup dans l'agriculture, les vaches, etc. Je ne vais pas vous faire de dessin. Donc le méthane, c'est le deuxième gaz important après le carbone. Donc, quand on dit qu'il faut limiter les émissions de carbone, ce n'est pas tout à fait rigoureux. Il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre, le principal gaz étant le carbone, à concurrence de 70%. Quels sont les secteurs de l'économie qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre? Grosso modo, quand vous regardez les différents pays, et là on converge tous, pays du Nord, pays du Sud, etc., les trois principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, donc qui jouent un rôle dans le réchauffement de la planète, c'est le secteur de l'énergie. Par exemple, l'Allemagne a abandonné le nucléaire il y a quelques années, sous Mme Merkel. L'Allemagne s'est remise à faire tourner des centrales à charbon pour avoir de l'électricité. Pas de peau, les centrales à charbon engendrent beaucoup de CO2. Bon, voilà un exemple de source d'énergie qui émet du carbone. Les centrales à charbon, il y en a beaucoup en Chine. Nous, en France, comme vous le savez, on a choisi une autre optique. On a choisi de relancer le nucléaire. Quand j'étais jeune, long time ago, quand j'étais étudiant ou jeune prof, l'industrie nucléaire en France était à la mode. Ensuite, il y a eu une sorte de crise du nucléaire en France parce que l'affaire de Fukushima au Japon, les problèmes les inquiétudes sur la sûreté nucléaire, etc. Bon, là, le nucléaire revient parce que le nucléaire est propre en termes disons, d'émissions de carbone. Il n'émet pas de carbone à la différence, par exemple, d'une centrale à charbon. Donc, vous avez ici, à travers ce que je viens de dire, une explication des difficultés qu'on a à construire une politique énergétique européenne. C'est que l'Allemagne a abandonné le nucléaire et la France le relance. Bon, à partir de là, c'est un peu compliqué de faire fonctionner le couple franco-allemand sur les problèmes d'énergie aujourd'hui. Un peu compliqué. Donc, tout ce qui est énergie, le pétrole, par exemple, les énergies fossiles, pétrole, gaz également, sont très génératrices de gaz à effet de serre, en particulier de carbone, d'où l'idée en quelque sorte, de réduire la part des énergies fossiles pour mettre en place, développer ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Énergies renouvelables, c'est le vent, les éoliennes, c'est l'eau, tout ce qui est hydro, etc., les barrages, etc., c'est le solaire, avec donc l'énergie solaire. Voilà des exemples d'énergie renouvelable. L'Allemagne, je reviens sur l'Allemagne, elle fait beaucoup de charbon, centrales à charbon, et elle développe beaucoup plus que nous les énergies renouvelables. Nous, en France, on a décidé de faire un mixte nucléaire renouvelable, je répète, qui est quand même un peu avec moins de renouvelables qu'en Allemagne. Bon, donc ça, c'est le secteur de l'énergie qui, disons, peut être générateur de gaz à effet de serre à haute intensité. Deuxième secteur, qui concerne pas mal d'entre vous, tous d'une certaine façon, et en particulier ceux d'entre vous qui vont choisir la filière IMO, le logement. Le logement, c'est le deuxième secteur dans nos pays, dans tous nos pays, pas qu'en France, qui pose des problèmes d'émissions de gaz à effet de serre. Vous savez qu'un des sujets, c'est aujourd'hui dans les logements anciens de rénover les logements pour qu'ils soient moins générateurs de gaz à effet de serre. C'est tout le problème de l'isolation thermique des logements, avec un certain nombre de normes et de politiques qui sont mises en place
Vous verrez ça, en particulier pour ceux qui choisiront ou qui sont dans la filière IMO. Le troisième secteur, générateur de gaz à effet de serre, c'est tout ce qui concerne la mobilité. La mobilité. Les transports, alors les voitures, d'où la volonté de développer la voiture électrique, par définition, le débat sur les avions. Les avions aujourd'hui, avec le kérosène, engendrent beaucoup de CO2. Donc il y a des recherches pour voir s'il aurait un sens de développer des avions à hydrogène comme on développe des voitures à hydrogène, parce que l'hydrogène n'est pas génératrice de gaz à effet de serre. Donc tout le secteur de la mobilité est également très concerné par ces sujets. J'ai cité énergie, logement, mobilité, c'est-à-dire transport. Je peux ajouter l'agriculture, qu'il ne faut pas oublier, parce que l'agriculture, c'est à la fois une manière de traiter le problème des gaz à effet de serre et c'est une manière d'engendrer des gaz à effet de serre. C'est le côté ambigu de l'agriculture. Les bois peuvent retenir du CO2, les forêts retiennent du CO2, donc déboiser, ce n'est pas terrible par rapport à ces problèmes de réchauffement climatique. Et en même temps, l'agriculture, elle a besoin de fonctionner et elle fonctionne avec des méthodes qui peuvent engendrer des gaz à effet de serre. Bon, alors, voilà ce que je voulais dire sur le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes très loin des objectifs de l'accord de Paris. Et donc aujourd'hui, on craint d'avoir... en 2050, on ne parle même plus de 2100 aujourd'hui. On parle de 2050. On craint en 2050 d'avoir un réchauffement climatique qui serait peut-être de 3 ou 4 degrés. Or, si c'est le cas, et là on a besoin des scientifiques, des géologues, des hydrologues, etc., toutes disciplines dont je ne fais pas partie, mais ce que disent les scientifiques, c'est que, et on le voit déjà, vous avez, avec le réchauffement climatique, vous avez des phénomènes naturels, des cataclysmes, des inondations, pas besoin de faire le dessin, les événements du week-end. Les événements du week-end, c'est des inondations dans certains coins de France. Alors, il y en avait dans le passé, ce n'est pas nouveau. Simplement, c'est plus marqué qu'avant. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de froid, ça veut dire que les températures seront plus marquées dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. Il y aura une variance, comme on dit en statistique, il y aura une variance plus grande autour des moyennes. Donc des écarts de température plus importants et qui vont provoquer des phénomènes de fonte des glaces. Vous savez que les glaciers reculent un peu partout dans le monde. En liaison avec le recul des glaciers, la montée du niveau des mers. Et la montée du niveau des mers, ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, des îles qui sont en dehors de l'eau vont être submergées par les eaux. Et vous allez avoir derrière tout ça, je veux dire, le climat de Paris, dans, je sais pas, il faudrait demander à des scientifiques purs et durs, mais à Paris, peut-être dans 20 ou 30 ans, il fera la chaleur qu'on a à l'équateur, ou qu'on a en tout cas en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie ou en Algérie. Les chaleurs remontent et il y a des îles qui sont menacées de disparaître, c'est-à-dire recouvertes par les eaux. Et donc, il y a une question centrale qui se pose, c'est la question des migrations internationales en liaison avec le réchauffement climatique. Ça, c'est un problème politique, c'est un problème économique, c'est un problème humanitaire. Bon, voilà le contexte. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on a à financer? On a à financer des investissements. J'ai déjà donné des exemples de dépenses qui nécessitent des investissements. Quand vous construisez une centrale nucléaire ou quand vous rénovez une centrale nucléaire comme on le fait en France on a un parc, une 60aine de centrales nucléaires. Le problème, ce n'est pas tellement d'en construire des nouvelles, le problème, c'est de rénover le parc, parce que le parc est assez ancien. Ça coûte de l'argent, il faut faire de l'investissement. Il faut donc financer les installations nucléaires, et ça, ce n'est pas du financement à court terme. Ce n'est pas les banques qui peuvent financer ça par des crédits à 6 mois, du crédit revolving. C'est du financement long terme. La plupart
des dépenses liées au financement de la transition énergétique écologique pour essayer de limiter le réchauffement climatique, la plupart des financements dont on a besoin sont des financements longs. C'est le problème central. Et je répète, si vous créez votre start-up en sortant de Financia, pourquoi pas, et vous travaillez, il y a beaucoup de start-up qui se créent sur ce sujet en liaison avec les nouvelles technologies. Vous allez voir votre banquier en disant, voilà, je veux travailler sur l'innovation, la recherche, en liaison avec la lutte contre le changement climatique, essayer de trouver des manières de capturer, séquestrer le CO2, par exemple. Bon, ben, ce n'est pas un crédit de 6 mois ou de 3 mois renouvelable dont vous avez besoin. C'est un crédit à long terme dont vous avez besoin. Alors, deuxième élément, parce qu'il faut que j'accélère, qu'est-ce que je suis perdu? Je suis toujours dans les défis. Voilà. Deuxième point sur lequel je vais être beaucoup plus rapide, finances vertes et finances durables. On parle de finances vertes pour évoquer justement le verdissement d'une partie de la finance. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon, pour moi, la finance verte, c'est-à-dire la finance qui est liée, qui est destinée à lutter contre le changement climatique, voilà ce que j'appelle la finance verte, pour moi, c'est une composante de la finance durable. La finance durable, c'est la finance qui sert au développement durable. Le développement durable, pour les économistes, les sociologues, les politologues, le développement durable, qu'est-ce que c'est? C'est le développement d'aujourd'hui qui ne nuit pas au développement de demain. Le développement durable, c'est une solidarité entre les générations qui fait que les gens d'aujourd'hui ne sont pas en train de trop tirer sur la planète pour laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, etc., c'est-à-dire à nos descendants, une planète qui serait en très mauvais état. Alors, le changement climatique ou le climat est un des éléments que nous allons léguer à nos enfants, petits-enfants, mais il y en a d'autres. Voilà pourquoi je dis la finance verte est une des composantes, peut-être la plus importante aujourd'hui, de la finance durable. Troisième point, j'avance. Troisième point, dans les défis à relever, quand on regarde les chiffres, on a besoin de mobiliser des sommes extrêmement importantes pour financer cette transition énergétique et écologique. Alors, les chiffres, ils varient selon les sources, donc je ne peux pas vous donner un chiffre précis. Quant au plan mondial, juste un ordre de grandeur, et je ne vais pas me tromper de beaucoup. Ordre de grandeur, on estime qu'au plan mondial, il faut arriver à mobiliser pour financer la transition énergétique et écologique au plan mondial, donc. Je ne redonne pas sur la France, je redonne sur le monde. Mobiliser à peu près, je dirais, au moins 4 000 milliards de dollars par an. 4 000 milliards de dollars par an. Et même si ça n'était que 3 000, je vais juste raisonner sur une fourchette basse. Le bas de la fourchette, supposez qu'on ait besoin de financer au plan mondial, pays avancés, pays en développement, pays émergents, qu'on ait besoin de financer 3 000 milliards de dollars par an d'ici 2030. Et puis, le monde ne va pas s'arrêter en 2030. Il faudra continuer à financer la transition après 2030. Pourquoi je m'arrête sur ce chiffre de 3 000 milliards de dollars? Parce que 3 000 milliards de dollars, juste ordre de grandeur, par an, c'est à peu près le niveau de la dette publique en France aujourd'hui. La dette publique en France, elle fait 3 200 milliards d'euros au taux de change près. Au taux de change près, 1 euro vaut à peu près 1,08 $. Donc, raisonner sur 1 pour 1, je ne me trompe pas beaucoup quand je fais le taux de change euro contre dollar. Donc, 3 000 milliards de dollars, c'est quasiment le niveau de la dette publique en France. Et vous qui êtes des financiers, ou qui allez devenir des financiers éminents, 3 000 milliards de dollars, c'est l'encours total des crypto-monnaies dans le monde. C'est-à-dire que si je prends le prix actuel du Bitcoin et le prix actuel des autres cryptos, que représente aujourd'hui ce monde des cryptos dans le monde? À peu près 3 000 milliards de dollars. Mais ça, c'est un encours, c'est le stock des cryptos.
sur la transition énergétique écologique, ce n'est pas 3 000 milliards de dollars une fois qu'il faut que je mobilise. C'est 3 000 milliards de dollars sur plusieurs années. C'est un flux. Différence entre un stock et un flux. Ici, j'ai à financer un flux annuel qui fait 3 000, peut-être 4 000 milliards de dollars. Alors, on a des chiffres pour l'Europe. Pour l'Europe, il faudrait sans doute arriver à mobiliser 300 milliards d'euros. Bon, et pour la France, il y a eu des travaux qui ont été faits l'année dernière, cette année. Évidemment, les travaux ne sont pas tous convergents. Il faut arriver à mobiliser à peu près 80 milliards d'euros par an pour qu'on arrive à financer la transition énergétique et écologique. Il y a eu un rapport qui est sorti il y a un an d'un de mes collègues, qui s'appelle le rapport Pisani-Ferry, qui avait un chiffre plus bas. Il disait un peu plus de 60 milliards d'euros par an. Le dernier chiffre qui vient de sortir de France Stratégie, c'est plutôt un peu plus de 80 milliards par an. Et ce que disait Pisani-Ferry dans son rapport l'année dernière, présenté à la première ministre de l'époque, il disait 50-50, c'est-à-dire 50% doit être de l'argent public et 50% doit correspondre à de l'investissement privé, corporate. C'est-à-dire qu'il faut avoir un financement mixte de la transition énergétique. Bon, alors je disais, voilà, les investissements de la transition énergétique et écologique sont, je l'écris ici, sont à long terme, ça j'ai déjà dit, à rentabilité différée et forcément aléatoire, les deux sont liés. En finance, on a un concept qui s'appelle le TRI, le taux de rendement interne d'un placement ou d'un actif. Le TRI, eh bien, le TRI sur des investissements dans la transition énergétique écologique, le TRI peut être négatif à court terme parce qu'il faut commencer par dépenser, il faut du temps pour que ça rapporte. Vous construisez une centrale nucléaire, ça vous coûte de l'argent avant éventuellement de vous en rapporter après. Donc, vous risquez d'avoir sur ces investissements de la transition un TRI négatif à court terme qui redevient positif au fur et à mesure que vous étendez l'horizon de l'analyse. Bon, et je dis, il s'agit quand même d'investissements aléatoires. Quand vous vous projetez à 20 ou 25 ans, voire plus, que sera le monde dans 20 ou 25 ans? Déjà, je ne sais pas ce que sera le taux de change euro contre dollar dans 3 jours. Je ne sais pas ce que sera la démographie française ou mondiale dans 5 ans. À 20 ou 25 ans, c'est très compliqué. On ne peut pas faire des prévisions. Il faut faire uniquement des scénarios. Il n'y a pas de modèle mathématique ou statistique sur lequel on puisse s'appuyer pour prévoir le monde dans 25 ans. Or, la plupart de ces investissements qu'il faut faire ici, je vous l'ai dit, sont à long terme ou à très long terme. Donc, pour les entreprendre, il faut que... On ne peut pas s'appuyer sur du calcul économique probabiliste très sophistiqué. Il faut plutôt envisager, je répète, des scénarios, différentes hypothèses. Alors, en finance, ce qu'on apprend quand on étudie la théorie du portefeuille, Markowitz, Tobin et compagnie, ce qu'on apprend en théorie du portefeuille, que vous avez apprise ou que vous apprendrez dans les cours de gestion d'actifs, c'est qu'en principe, le rendement et le risque varient en sens inverse. Le rendement et le risque varient, dans le même sens. C'est-à-dire que si vous voulez du rendement, dans votre placement, il faut prendre du risque. Bon, cette liaison positive entre rendement et risque, elle est à la base de la théorie du portefeuille qui est au cœur de la finance, en particulier de la finance de marché, mais aussi de la finance corporate. Le problème qu'on a ici sur les investissements de la transition écologique et énergétique, c'est qu'on a affaire à des placements risqués, donc le risque est élevé et le rendement est peu élevé. Donc on n'a pas la liaison qui est au cœur de la finance entre rendement et risque. Rendement et risque ne varient pas dans le même sens. Le rendement est aléatoire et peut être bas, et le risque est relativement élevé. Alors, pour terminer avec le contexte, tout ça, il faut arriver à financer tout ça dans le contexte d'aujourd'hui et des prochaines années.
je le dis ici, je l'écris, ce qui caractérise le monde d'aujourd'hui, et je dis le monde, ce n'est pas la France, ce n'est pas uniquement l'Europe. Ce qui caractérise le monde d'aujourd'hui, c'est que l'épargne des ménages, pour simplifier l'épargne privée, je dis pour simplifier parce que pour moi l'épargne privée, c'est l'épargne des ménages et l'épargne des entreprises. Bon, mais je vais parler de l'épargne des ménages. L'épargne des ménages est élevée, est importante au plan mondial. Le Covid, ça veut dire le risque, ça veut dire la peur, ça veut dire l'incertitude. Le taux d'épargne des ménages en France a battu des records pendant le Covid. Avant le Covid, c'est-à-dire avant 2020, le taux d'épargne moyen des ménages en France était autour de 15% de leurs revenus disponibles, revenus après impôt, 15%. Dans certaines périodes de 2020-2021, c'est-à-dire au cœur du Covid, le taux d'épargne moyen des ménages a monté à 25%. Épargne de précaution. Épargne de précaution, et c'est vrai un peu partout. C'est-à-dire que le Covid, je répète, ça veut dire des aléas, de l'incertitude, la peur, on a tous eu peur, les vieux plus que les jeunes, mais enfin ça a créé cette incertitude fondamentale qui s'est traduite par une montée de l'épargne des ménages. Et au moment où je vous parle, c'est-à-dire en octobre 2024, sur les derniers chiffres, le taux d'épargne moyen des ménages en France n'a toujours pas retrouvé son niveau pré-Covid. Le taux d'épargne moyen des ménages en France aujourd'hui est à 18%, 3 points au-dessus du taux moyen d'avant Covid. Ça veut dire quoi ? Les Français, mais c'est vrai des Allemands, c'est vrai des Américains, c'est vrai des pays en développement ou des pays émergents, que les aléas, les incertitudes poussent à l'épargne. Donc, si vous ajoutez à ça le fait que les politiques monétaires ont quand même créé beaucoup de monnaie à partir de 2009, après la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, les banques centrales ont tout lâché, ont fait des politiques monétaires très souples avec des taux zéro, voire des taux négatifs. Donc il y a eu une création monétaire débridée pendant 10 ans. Il y a eu une augmentation de l'épargne. Donc si vous partez de là, vous pourriez vous dire, il n'y a pas de problème. On peut financer la transition énergétique et écologique. Il suffit d'organiser ce que j'appelle le problème de la tuyauterie. Il suffit d'attirer une partie suffisante de cette épargne privée pour financer ce qu'il faut financer, c'est-à-dire de quoi essayer de lutter contre le changement climatique. OK. Ça, c'est l'approche comptable qui consiste à dire il n'y a pas de problème. L'approche économique, elle consiste à dire qu'il y a un problème. Et le problème, il est suivant. C'est que, je vous l'ai dit, financer la transition, c'est développer des financements longs. Or, l'épargne a augmenté sous l'effet des crises, le Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine aujourd'hui, etc. L'épargne qui s'est accumulée est une épargne liquide ou à court terme. Aversion des ménages, vous, moi, tout le monde, aversion à l'égard des risques, même si les bourses ont pas mal monté depuis quelques années, aversion à l'égard des risques, ce que Keynes appelait la préférence pour la liquidité. Les crises, le Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine ont accentué la préférence pour la liquidité. Le livret A de caisse d'épargne, les livrets à court terme auprès des banques, les SICAV monétaires ou les SICAV de court terme. Bon, et donc, on a un problème d'articulation, ce que j'appelle un problème de tuyauterie. Comment faire en sorte comment régler ce problème de disharmonie entre une épargne qui est principalement courte, une épargne privée qui est principalement courte, et des besoins de financement qui sont principalement longs. C'est un problème de transformation. Autrefois, c'était les banques qui faisaient l'ajustement. Les banques, autrefois, prêtaient à long terme à partir de ressources à court terme. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que la réglementation bancaire, Bâle III, que vous étudierez, que vous avez déjà étudié, la réglementation bancaire vient limiter la possibilité pour les banques de faire cette transformation. Donc, c'est positif par rapport au sujet d'avoir beaucoup d'épargne, mais ça ne règle pas le problème. Alors, dernier point que je vais aborder dans les éléments de contexte, tout ça,
il faut que les pouvoirs publics arrivent à financer dans un contexte où il y a beaucoup de choses à financer en dehors de la transition énergétique et écologique. Je vous l'ai dit, si je prends le rapport Pisani-Ferry l'année dernière, qui a été fait pour Madame Borne, Pisani-Ferry montrait qu'il fallait en France dégager un peu plus de 60 milliards d'euros par an, la moitié publique, la moitié privée. Donc, mais prenons la moitié, 60 milliards, 30 milliards d'argent public sur le budget de l'État et des collectivités locales. OK, vous voyez la difficulté. Moi, tout à l'heure, demain, je suis tout le temps, en ce moment, invité à commenter le budget sur les radios et télé, et je vois bien les difficultés. Ce soir, la discussion au Parlement commence sur le budget. Ça risque d'être une foire d'empoigne. Une foire d'empoigne, avec une multiplication d'amendements, etc. Et pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on a un déficit public en France 2024, au départ, si je puis dire, qui est trop élevé, 6,1% du PIB. On l'a découvert récemment, c'est quand même assez étonnant, ça. L'État doit financer, en plus de la transition énergétique et écologique, il doit financer les charges d'intérêt de la dette, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, qu'il soit de droite, gauche, peu importe, les charges d'intérêt de la dette deviennent pratiquement le poste numéro 1 à égalité avec l'éducation du budget de l'État en France, 52 milliards en 2024, 52 milliards d'euros. La baisse des taux d'intérêt s'amorce, et ça va profiter à la fois aux emprunteurs publics comme aux emprunteurs privés, mais pour l'instant, je veux dire, quand on fait les projections, même malgré la baisse des taux de la Banque centrale européenne, les charges d'intérêt de la dette publique vont monter dans les 2-3 ans. Dans 2-3 ans, ça sera 70 milliards d'euros par an, le premier poste. Donc l'État doit financer les charges d'intérêt sur sa dette. Il doit financer des efforts de défense, conséquence de l'insécurité du monde d'aujourd'hui, entre ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient, pas besoin de faire de dessin. Donc, la loi de programmation militaire doit être financée. Il faut financer l'éducation et la santé. Il faut financer la transition. Comment on fait? Comment on fait? Et donc ça, c'est le débat central des prochaines années. C'est les problèmes d'arbitrage. Madame Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition écologique, j'ai écouté la radio, la télé hier soir, elle s'occupe de la transition écologique dans le nouveau gouvernement. Elle a menacé de démissionner hier soir parce qu'elle estime que le budget qu'on lui accorde n'est pas suffisant. Bon, donc, vous voyez, on est en plein dans l'actualité, si je puis dire, à travers ce sujet. Dernier point de contexte, nous sommes tous dans le même bateau avec les pays émergents et les pays en développement qui n'émergent pas. Autrement dit, il faut que la Chine fasse des efforts, parce que c'est un gros pollueur, mais elle n'est pas le seul. Les Américains sont les premiers pollueurs du monde, d'une certaine façon, compte tenu du poids de leur économie et de leur niveau d'activité. Bon, l'Afrique représente, d'après les chiffres que j'ai en tête, 3%, seulement 3% en quelque sorte des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais on lui demande de contribuer pour beaucoup plus que 3%. Et donc, il y a des problèmes d'inégalité nord-sud. L'accord de Paris de 2015 avait pris un engagement qu'on a beaucoup mal à tenir, c'est que les pays avancés, ce que j'appelle les pays du Nord, se sont engagés en vertu de l'accord de Paris à transférer chaque année 100 milliards de dollars vers le Sud, en particulier vers l'Afrique, pour aider les pays du Sud à financer leur propre transition énergétique et écologique. Bon, entre nous, quand vous regardez les chiffres, 100 milliards de dollars par an transférés du Nord vers le Sud, en particulier vers l'Afrique, ça va aider les pays africains si l'engagement est tenu, ça ne va pas suffire pour financer ce dont les pays africains ont besoin de financer. Je constate que c'est uniquement l'année dernière, en 2023, que pour la première fois, donc 8 ans après l'accord de Paris, c'est uniquement en 2023 qu'on a réussi à tenir l'engagement de transférer 100 milliards du Nord vers le Sud, 100 milliards de dollars.
certes, on a nos problèmes, vous l'avez compris, nos problèmes de financement au Nord, mais je répète, il faut absolument regarder de près ce qui se passe. Et donc, la question climatique est devenue une des questions centrales dans les réunions du G20. Il va y avoir une réunion des BRICS qui commence demain à Kazan, en Russie. Je pense que les BRICS, aujourd'hui, c'est 10 pays, ce n'est pas uniquement 5 pays. Je pense que la question climatique va être importante également autour de la table des BRICS. Alors, je passe à mon deuxième point, parce qu'il me reste un petit quart d'heure, et je voudrais... Deuxième point, qu'attendre du côté des autorités publiques? Là, je fais une différence centrale du côté des autorités entre les budgets publics d'un côté, les banques centrales de l'autre. Je vais aller vite pour pouvoir terminer ma présentation. Alors, du côté des pouvoirs publics, multiplicité des acteurs, des canaux, multiplicité des canaux, c'est pas moi qui ai fait la faute d'orthographe là, hein. Multiplicité des canaux publics. Pour faire bref, d'où peut venir l'argent pour financer la transition quand je parle d'autorité publique ou de pouvoir public? Premier canal, les organismes internationaux, la Banque mondiale. La Banque mondiale et les banques régionales de développement doivent jouer un rôle important dans le financement de la transition énergétique et écologique. Bon, ça me paraît très important. On ne peut pas compter uniquement sur les budgets nationaux. Alors, l'argent qui est à la Banque mondiale ou au FMI, il vient des États eux-mêmes. Donc, il y a des phénomènes de vases communicants entre le niveau national et le niveau supranational. Mais les organismes internationaux, je pense beaucoup à la Banque mondiale, je pense en Afrique à la BAD, certains d'entre vous viennent d'Afrique ou connaissent bien l'Afrique, la Banque africaine de développement, qui regroupe les 54 pays africains, doit jouer un rôle important dans le financement de la transition énergétique et écologique. Ça, c'est le niveau supranational. Les États, les budgets nationaux, le budget français, j'en ai parlé tout à l'heure, les budgets nationaux doivent contribuer également à financer la transition énergétique et écologique. Mais avant un mot sur le niveau européen. Vous vous souvenez peut-être qu'au moment du Covid, la première année du Covid en 2020, on a fait pour la première fois au niveau européen un emprunt mutualisé, commun, des 27 pays de l'Union européenne. Les Allemands étaient contre, mais ils ont accepté. Et il y a eu un emprunt commun de 750 milliards d'euros. Donc la Commission a emprunté sur les marchés pour redistribuer l'argent vers les pays. Bon, et ça c'était une première, c'est la première fois dans l'histoire de l'Europe qu'il y a eu un emprunt commun, un emprunt mutualisé au niveau européen. Le problème qu'on a, avant de parler de problème, cet emprunt, il doit servir en principe, un tiers de cet emprunt doit servir à financer la transition énergétique et écologique dans les pays européens, dans l'Europe des 27. Donc l'idée, vous voyez, ce n'est pas tout, mais c'est une bonne partie de cet emprunt qui est fléché vers le financement de la transition. Le problème qu'on a aujourd'hui en 2024, alors que l'emprunt a été fait en 2020, c'est qu'on se rend compte que pour des raisons sans doute bureaucratiques, les Européens ont beaucoup de mal à dépenser cet argent. Il y a un pays à côté de nous qui a reçu une bonne partie, le tiers de cette somme, c'est l'Italie. L'Italie, compte tenu de ses retards de développement dans le méso-journaux, etc., l'Italie a reçu pas mal d'argent. Mais vous voyez, quand on regarde ce qui a été dépensé en Italie ou dans les autres pays, une partie simplement de cet emprunt a été déboursée. Et ça pose problème parce que M. Macron, il y a quelques mois, avant les élections européennes, avait dit qu'il faudrait faire un deuxième emprunt mutualisé pour montrer que l'Europe existe. Ça n'a pas de sens de faire un deuxième emprunt si le premier n'est pas fini et pas déboursé. Tant que le premier n'est utilisé qu'à concurrence d'un tiers, vous ne pouvez pas lancer un deuxième. Ce n'est pas crédible.
Bon, mais ça, c'est une piste supranationale à côté des organismes internationaux. Alors, je voudrais terminer, quand je parle des pouvoirs publics, par une idée qui commence à se développer et qui paraît assez séduisante, qui consiste à dire les États, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, plutôt que de débourser des sommes, vous aurez le temps de parler, rassurez-vous, les États, donc, plutôt que de dépenser et faire des dépenses sur leur budget, feraient des économies s'ils utilisaient des mécanismes de garantie. Réfléchissez, vous êtes des financiers, la garantie de l'État. Pourquoi ça permet d'économiser de l'argent public? Parce que quand l'État donne sa garantie sur un emprunt, par exemple sur un emprunt, sur un financement privé, l'État ne va être appelé que si l'emprunteur privé fait défaut. Et la probabilité que l'emprunteur privé fasse défaut n'est pas de 100%. Donc, ça veut dire que les mécanismes de garantie donnés par l'État ou des collectivités publiques qui ont une bonne signature au sens des agences de notation, la garantie, c'est un mécanisme qu'il faut utiliser, à mon avis, dans ce contexte dans lequel les budgets des différents États sont quand même relativement serrés. Alors, on est plus serré, nous, que l'Allemagne. On est plus serré. On affiche en 2024 le déficit public le plus élevé des 27, pas la dette publique la plus élevée, le déficit public le plus élevé parmi les 27 pays de l'Union européenne, donc on n'est pas clairement les bons élèves de la classe, mais ce mécanisme de garantie, je pense qu'il faut l'utiliser beaucoup plus qu'on l'a fait. Et par exemple, dans le passé, la Banque mondiale a donné assez souvent des garanties sur des financements privés qui permettent en quelque sorte de lever de l'argent, parce que la garantie, ça fait baisser le taux d'intérêt de l'emprunt. Ça fait baisser le taux d'intérêt. À partir du moment où il y a la garantie de l'État, le risque se réduit. Le risque se réduit. Souvenez-vous de ce qu'on a fait pendant le Covid. Vous savez ce qu'on a fait pendant le Covid avec la garantie de l'État? Les quoi? Ben, ceux qui parlent ou qui ont envie de parler, c'est le moment, cher ami. C'est le moment de vous réveiller, plutôt que de parler aux voisins. Les PGE, les prêts garantis par l'État, c'est-à-dire que l'État a donné sa garantie sur des prêts bancaires, en particulier en faveur des PME, en 2020, 2021 et même 2022. Ça a été moins coûteux pour l'État que de donner de l'argent directement aux PME qui en avaient besoin. Et ça a permis, à l'époque, de sauver beaucoup d'entreprises qui, sans ça, s'il n'y avait pas eu les prêts garantis par l'État, accordés par les banques, et les banques accordaient ces prêts parce qu'il y avait une garantie de l'État qui allait de 70 à 90% selon les prêts. Donc, on a sauvé en 2020, 2021, 2022, à travers la politique du quoi qu'il en coûte, on a sauvé beaucoup d'entreprises, en particulier dans le tissu des PME. Le problème qu'on a aujourd'hui en 2024, c'est qu'il y a un phénomène de rattrapage assez classique en économie, c'est-à-dire les faillites qui ne sont pas intervenues à l'époque, maintenant qu'on remet en cause, et il faut le faire, la politique du quoi qu'il en coûte, les faillites apparaissent. Le nombre de faillites, le nombre de défaillances d'entreprises atteint aujourd'hui des records. C'est en partie un phénomène de rattrapage par rapport à la période Covid où il y avait les PGE, prêts garantis par l'État. Donc vous voyez, la garantie de l'État, on peut l'utiliser de différentes façons, mais je pense qu'il faut l'utiliser pour inciter le secteur privé à venir financer une partie de la transition énergétique et écologique. Bon, alors, vous savez ou vous ne savez pas que, dernier exemple que je vais donner d'intervention de l'État, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis depuis 2-3 ans. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça c'est un point très important de contexte. L'accord de Paris a été signé sous Obama, président. Et donc les Américains ont signé l'accord de Paris. Trump arrive. À la suite d'Obama, les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, qui reste valable parce qu'il y avait suffisamment de pays qui l'avaient signé, même sans les États-Unis. Biden vient plutôt en remplaçant Trump. Avec l'administration démocrate, les Américains, aujourd'hui, sont revenus dans l'accord de Paris. Et donc, ce qui peut se passer en novembre, dans quelques semaines, c'est que si M. Trump est réélu, il a déjà dit
les Américains ressortiraient de l'accord de Paris. L'accord de Paris resterait valable, mais avouez quand même que faire ça sans les Américains, c'est pas terrible et pas très efficace. Justement alors, qu'est-ce qui s'est passé sous Trump? Enfin, même pas sous Trump, sous Biden. Il faut reconnaître que c'est sous Biden que ça s'est passé. Les Américains ont fait voter un texte très important à dimension écologique qui s'appelle l'IRA, IRA, ça veut dire Inflation Reduction Act, soi-disant pour limiter l'inflation aux États-Unis. Et en fait, ce texte, c'est une loi, Inflation Reduction Act, est un texte protectionniste voté par l'administration démocrate Biden qui a pour conséquence de subventionner les entreprises qui viennent s'installer sur le territoire américain. Donc ce sont des subventions budgétaires, ça coûte au budget fédéral, au budget de l'État, et ça a une dimension écologique parce que ces subventions budgétaires données aux entreprises qui viennent s'installer sur le territoire américain, qu'elles soient américaines ou étrangères, elles reçoivent ces subventions sous condition justement d'être, du point de vue écologique, j'allais dire, d'être propre, à peu près propre. Donc là, Biden a été, quand je dis Biden, c'est l'administration Biden, ils ont été relativement malins, ils ont lié une mesure soi-disant écologique au service du protectionnisme du marché américain. Et nous, en Europe, on n'a pas trouvé la parade à l'IRA, et donc il y a cette concurrence déloyale qui existe. Je voudrais évoquer en 2 mots le rôle des banques centrales, c'est après, je pense. Je ne sais plus où on est monté. Ah. Les banques centrales. Les banques centrales, le rôle des banques centrales. Attendez, je vais dans le mauvais sens. Ah ben, les banques centrales. Bon. Bon. Vous êtes sympa. Je prends 5 minutes pour terminer. Les banques centrales, on va se passer de l'écran. Deux idées à retenir. J'ai des collègues aujourd'hui qui pensent que les banques centrales doivent jouer un rôle majeur dans le financement de la transition énergétique et écologique, par une sorte de création monétaire débridée. Ça n'est pas mon avis. Ça n'est pas le rôle des banques centrales de financer le long terme dans une économie. Ça n'est pas le rôle des banques centrales de financer la transition énergétique et écologique. Si vous faites financer ces centaines, ces milliers de milliards de dollars par de la création monétaire, le seul résultat, ça va être de provoquer de l'inflation. Or, on est en train de sortir peut-être de l'inflation aujourd'hui. C'est peut-être pas la peine d'y retomber trop vite. Donc, première idée, je dis ça parce que j'ai des collègues, eux, qui défendent la thèse inverse et qui disent on va s'en sortir, les banques centrales ont qu'à financer tout ça par de la création monétaire. Ça n'est pas mon point de vue. Première idée. Ceci dit, deuxième idée, les banques centrales ont un rôle à jouer. Quand même si elles ne financent pas directement toutes ces masses à financer. C'est tout le débat que je n'ai pas le temps de développer sur ce qu'on appelle le verdissement des politiques monétaires. Le verdissement des politiques monétaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde aujourd'hui, premièrement, les banques centrales doivent faire leur bilan carbone, comme les banques font leur bilan carbone, comme les entreprises font leur bilan carbone. Et les banques centrales doivent aller vers ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire ne pas être à l'origine d'émissions nettes de CO2 dans quelques années. Bon, ça c'est la première manière dont les banques centrales sont dans la transition. Elles doivent faire leur bilan carbone comme n'importe quelle entreprise.
comme n'importe quelle banque. Et deuxièmement, verdir la politique monétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire en particulier que dans leur politique de refinancement des banques, les banques centrales doivent s'intéresser à la destination des crédits. Par exemple, si une banque vient porter au refinancement de la BCE des crédits qui ont servi à financer en quelque sorte l'extension des industries fossiles, le pétrole par exemple, a priori, les banques centrales doivent pénaliser ou ne pas privilégier ce type de refinancement par rapport au refinancement de papier qui sert à aller dans le sens de la transition écologique énergétique. Donc verdir les politiques monétaires, ça veut dire en particulier organiser les politiques de refinancement des banques par les banques centrales selon la destination des crédits et des financements présentés par les banques au refinancement de la Banque centrale. Vous voyez, je pense être clair là-dessus. Ne pas compter sur la création monétaire débridée pour financer tout ça, mais verdir progressivement les politiques monétaires. C'est ce qui se passe aujourd'hui partout. Quand je vais en Afrique, les banques centrales se verdissent, la Banque centrale européenne se verdit, la Fed se verdit, etc. Je termine par la troisième partie, c'est-à-dire le rôle des intermédiaires financiers et des... Ah ben ça y est, c'est réapparu, alors c'est génial. Bon, pour faire bref et vous laisser parler, les banques, elles doivent contribuer à financer la transition. Laissez votre portable, cher monsieur. Je vois ce qui se passe dans un amphi, donc vous n'aurez pas de ce côté-là. Je ne suis pas gâteux encore, ça ne saurait tarder. Les banques doivent contribuer à financer la transition énergétique et écologique. Le problème, c'est que quand vous regardez la question de savoir si les banques font du financement à long terme, je vous ai dit tout à l'heure, tout ça c'est du financement à long terme, les banques sont assez réticentes à faire, sauf en matière immobilière, IMO. Les banques font des crédits immobiliers à 25 ans, donc ça c'est du long terme. Mais en dehors des crédits immobiliers que les banques accordent, je parle de la France ici, les banques sont assez réticentes à faire du financement long terme et la réglementation bancaire ne les incite pas tellement à le faire. C'est le débat sur Bâle III. Est-ce que la réglementation Bâle III est compatible avec les objectifs de la transition énergétique et écologique? Question qu'il faudra reprendre. Que vous reprendrez, j'imagine, dans certains cours et que je reprendrai peut-être avec certains d'entre vous, ceux qui me suivront au cours de l'année. Les compagnies d'assurance, elles font des financements longs. C'est leur métier, puisqu'elles ont des ressources à long terme. Simplement, là encore, la réglementation qui s'appelle Solvabilité 2, en anglais Solvency 2, les pousse pas trop à aller financer l'économie. Solvabilité 2 pousse plus les compagnies d'assurance vers l'achat de dette publique, des titres de la dette publique, que vers le financement de l'économie réelle. Alors, à côté de ça, il y a les investisseurs institutionnels dont je n'ai pas dit un mot. Si, parce que les compagnies d'assurance font partie quand même des investisseurs institutionnels. S'il y avait en France des fonds de pension, ça pourrait servir à financer la transition énergétique et écologique. Comme vous le savez sans doute, il n'y a pas vraiment de fonds de pension en France. C'est l'assurance qui est un substitut imparfait aux fonds de pension dans le paysage français. Il y a des fonds de pension aux Pays-Bas, en Angleterre, dans d'autres pays européens. Pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir dans le débat, il n'y a pas de fonds de pension. Donc on ne peut pas compter sur eux puisqu'ils existent très peu en France. Il y a juste 2 ou 3 fonds de pension en France. Les fonds souverains, j'en ai pas parlé, sont des formes d'investisseurs institutionnels. Alors les fonds souverains des pays producteurs de pétrole, du Proche, du Moyen-Orient, du Golfe, les fonds souverains de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar, les fonds souverains peuvent servir à financer la transition énergétique et écologique au plan mondial, aider en tout cas. Le fonds souverain norvégien, qui est le plus important fonds souverain du monde. En France, on n'a pas vraiment de fonds souverains.
la seule institution dont on a parlé à propos du Doliprane ces jours-ci, c'est la BPI, la Banque publique d'investissement, mais qui a vraiment une taille petite et qui ne peut pas servir de fonds souverain. Alors, il y a les marchés financiers à côté de ça. Le sujet, c'est de développer les obligations vertes. Les obligations vertes, qu'est-ce que c'est qu'une obligation verte? Par définition, on dit qu'un émetteur émet une obligation verte quand cette obligation sert à financer directement ou indirectement la transition. Qui sont les émetteurs d'obligations vertes? Réponse, les États et les corporates. Le Trésor français, en début d'année 2024, a émis une OAT verte pour, je crois, de mémoire, 9 milliards ou 10 milliards d'euros. Et cette obligation verte du Trésor français a été sursouscrite 10 fois. Il y a eu à peu près 80 milliards d'euros offerts, 90 milliards d'euros offerts pour 9 ou 10 demandés par l'État. Donc, les obligations vertes ont un certain succès auprès des investisseurs. Ça va se développer. Le problème, c'est qu'il y a tout un débat. Chacun veut croire qu'il est plus vert qu'il est en réalité. C'est ce qu'on appelle en anglais le greenwashing. Le greenwashing, c'est-à-dire ces comportements qui consistent à dire « je suis vert, j'émets une obligation verte et je vais... » etc. Il y a beaucoup d'abus de l'adjectif vert dans les émissions. Et donc, il faut mettre de l'ordre, définir des critères objectifs pour savoir qui est vert et qui ne l'est pas. Et c'est au niveau européen que ce travail de normalisation, on dit de taxonomie, est fait pour que les 27 pays européens se mettent d'accord ensemble sur ce qu'ils appellent vert ou pas vert. Par exemple, il y a eu un débat entre la France et l'Allemagne. Au départ, les Allemands considéraient que le nucléaire n'était pas vert. Nous, évidemment, si on enlève le nucléaire de notre mix électrique, il ne reste pas grand-chose. Donc la France s'est battue pour faire reconnaître le nucléaire comme une énergie verte, propre. On a obtenu gain de cause, mais je veux dire, il y a des débats de normalisation qui sont très importants. Je termine, et je vous laisse la parole, pour dire qu'au-delà des différents axes que pourrait développer, la dernière suggestion qui a été faite par le gouvernement français avant les élections, et je ne sais pas si elle va être reprise par le nouveau ministre de l'économie, le nouveau ministre de l'économie et des finances, M. Armand, qui consisterait à flécher, à créer un livret d'épargne directement fléché sur la transition. Bon, il existe déjà ce livret en France. C'est livret d'épargne solidaire et durable. Le nom exact, c'est livret de développement durable et solidaire. Livret de développement durable et solidaire qui ressemble au livret A, 3%, même taux d'intérêt que le livret A, plafond de 12 000 €, le plafond du livret A est plus élevé, offert sans condition de revenu, donc les riches comme les pauvres, si je puis dire, il n'y a pas de condition de revenu pour accéder au livret de développement durable et solidaire. Je regardais les chiffres. En septembre 2024, l'encours de ce livret, qui est fléché vers le développement durable, en principe, l'encours total, c'est à peu près 150 milliards d'euros l'encours. 150 milliards d'euros, ça peut aider à financer la transition, mais ça ne suffira pas. L'idée qu'avait le gouvernement français dans des propositions de l'ancienne équipe, c'est de dire « essayons de créer un livret européen orienté vers le financement de la transition ». Bon, jusqu'à présent, les autres pays européens n'ont pas l'air tellement intéressés. Et pourquoi ils ne sont pas intéressés? Parce qu'on a beau avoir un marché unique et une monnaie unique pour 20 pays de l'Europe, l'euro, on a beau avoir un marché unique pour 27 et une monnaie unique pour 20, finalement, chaque pays a ses spécificités financières, a ses produits financiers. Le livret A, il n'existe pas dans les autres pays, etc. Donc chaque pays a ses produits financiers, a sa fiscalité propre. Et donc, voilà des raisons pour lesquelles, à mon avis, ça va être extrêmement compliqué de se mettre d'accord sur un livret d'épargne européen
fléché pour financer la transition qui soit le même. Je n'y crois pas trop. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci à vous. Merci de votre... Il y a des micro-baladeurs. Compte tenu du fait que j'ai débordé, et je vais prendre plusieurs questions, si vous êtes d'accord. Plusieurs questions et j'y répondrai. Bon, vous ne dormez pas, hein? Vous me faites peur, là. Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je ne vous vois pas, là. Merci. Oui, bonsoir. Alors, je suis désolé d'apporter une touche de pessimisme à votre présentation, qui était très intéressante. Mais entre 2020 et 2024, il y a eu 420 projets hydrocarbures et gaziers qui ont été financés par les banques, AXA, Société Générale, BNP. Et ces projets pèsent 1200 milliards de tonnes. La limite qu'il nous reste pour ne pas dépasser les accords de Paris est de 500 milliards. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans une voie où les 1200 milliards de tonnes sont déjà annoncés pour être mis dans l'atmosphère. Donc les projets qui sont utilisés, qui sont présentés par le discours des banques et des acteurs institutionnels, est-ce qu'ils vous semblent pertinents? Est-ce qu'ils vous semblent juste une vitrine, un maquillage sur la situation réelle et les actions concrètes des banques qui investissent sur des projets à court terme de Total et des fonds hydrocarbures? Merci. Merci. Continue. Bonjour. Mademoiselle. Oui, bonsoir. Moi, j'ai noté... Attendez, je ne vous entends pas bien, là. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. En fait, dans le cadre du verdissement des politiques monétaires, moi, j'avais une petite question. Je voulais savoir comment est-ce qu'on pouvait donc gérer finalement le risque, donc l'intégration donc des actifs verts dans les bilans donc des banques. Attendez, j'ai du mal à vous suivre. Parole. Alors, si on reprend articulé, le contexte, oui. si on reprend le contexte donc du verdissement des politiques monétaires, ouais. Moi, je voulais surtout savoir comment est-ce qu'on pouvait gérer le risque que l'intégration des actifs dans les bilans des banques ne crée pas une distorsion donc, sur les marchés, parce que sinon ça favoriserait finalement certains secteurs et certains actifs justement au détriment d'autres. Et pour moi, ça pourrait vraiment compromettre la neutralité des marchés financiers. C'était ça ma question. Merci. Bon, on commence par ça. Monsieur, sur votre première question, je crois que j'ai pas été spécialement optimiste quand je vous ai dit on est déjà à 1,4 de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc on n'est pas très loin de la fourchette que s'était fixée l'accord de Paris pour 2100. Entre 1,5 et 2, et donc on est obligé de revoir tout aujourd'hui, tout à la hausse. Vous évoquez le problème du fait qu'il y a effectivement un certain nombre d'acteurs dans le système qui ne jouent pas le jeu. Ou qui bon, alors comment essayer de développer des comportements, comment limiter les comportements déviants par rapport à ces objectifs collectifs ou d'intérêt général? Bon, du côté des banques, moi je pense quand même, je l'ai dit, je pense que la réglementation, aujourd'hui, la réglementation sur les banques n'a aucune dimension écologique particulière. Donc, en quelque sorte, quand les banques calculent le ratio de solvabilité en vertu de Bâle III et qu'elles font le rapport entre les fonds propres et la somme de leurs engagements, dans les engagements, on tient compte des différents risques. Ça rejoint votre question, mademoiselle. La banque tient compte des risques de marché, des risques de crédit, des risques opérationnels, mais pour l'instant, on ne tient pas vraiment compte des risques climatiques. Je pense que c'était votre question qui était posée dans la deuxième question, portée sur l'intégration des risques climatiques dans la stratégie, par exemple, des banques. Bon, aujourd'hui,
Pourquoi on n'en tient pas compte? D'abord parce que je pense qu'il y a, il y a des banques qui ont une démarche écologique incertaine. Bon, et là, le rôle de l'État, ça serait d'essayer de faire un peu pression. Mais je veux dire, vous avez affaire à une banque privée. Nos banques en France sont privées, sauf BPI et la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. En dehors de ça, le système bancaire est privé, donc c'est compliqué pour l'État d'intervenir sur l'allocation des crédits par les banques. Il peut intervenir qu'indirectement à travers la réglementation. Et je pense qu'il va falloir réécrire la réglementation bancaire de la même manière qu'il va falloir réécrire la réglementation sur les compagnies d'assurance pour faire en sorte que les banques qui financent ce qui est propre, ce qui est vert, en quelque sorte, aient plus de marge de manœuvre que les banques, vous donniez l'exemple des banques qui continuent à financer les énergies fossiles. Donc, les agences de notation, alors, je parle des banques, et je crois que c'était un peu ça au cœur de votre question, il faut s'appuyer quand même, par rapport à ce sujet-là, sur les agences de notation extra-financières. Le fait que se développe la notation extra-financière avec la montée des critères ESG, la montée des critères environnement, social, gouvernance. Et donc, quand vous prenez aujourd'hui la directive européenne qui est très importante, vous en entendez parler peut-être toute l'année, la CSRD, qui oblige les entreprises en France, en Europe de manière plus générale, à développer tout ce qui est extra-financier, je pense que c'est la manière aussi, les banques aussi doivent, comme les entreprises, se préoccuper des critères ESG et mettre au cœur de leur stratégie les questions écologiques. Et là où je vous suis, c'est le point de départ de votre intervention, quand vous dites, ce n'est pas toujours le cas. Mais si une banque fait un crédit à Total, comment est-ce qu'on peut s'y opposer? Je répète, l'intervention de l'État ou de la Banque centrale ne peut être qu'indirecte à travers la politique de refinancement de la Banque centrale. Dans le cas d'une banque qui ferait un crédit à Total pour financer des énergies fossiles, le verdissement de la politique monétaire, ça voudrait dire que la BCE ne refinance pas dans des bonnes conditions ce crédit bancaire accordé à Total. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est de manière indirecte, à travers la politique monétaire, à travers la politique réglementaire qu'on peut agir dans un pays, dans une économie de marché, où l'État joue un rôle, mais il ne peut pas non plus se substituer aux banques dans leur politique d'allocation des crédits. Par rapport à ce que vous disiez, mademoiselle, sur les risques climatiques, Alfonso l'a dit tout à l'heure, il y a à votre disposition un certain nombre d'exemplaires du bouquin que j'ai co-dirigé, et il y a un chapitre que je n'ai pas écrit, qui est fait par un expert sur le problème des risques climatiques et la stratégie. Vous auriez une réponse plus précise. Dans un ou deux chapitres du bouquin, les risques climatiques, ça devient fondamental. Le problème, je l'ai suggéré, c'est que c'est beaucoup plus difficile à modéliser que le risque de crédit ou des risques de marché. Quand une banque a besoin de modéliser ses risques de marché, elle peut s'appuyer sur des modèles statistiques, stochastiques, comme on dit. Elle peut s'appuyer sur des modèles stochastiques, qui peuvent l'aider. Ce n'est pas toujours fiable, mais ça peut l'aider. Les risques climatiques, dans la mesure où les événements climatiques sont rares mais violents, les signes climatiques, des signes verts, ce qu'on appelle les signes verts, c'est-à-dire des événements naturels rares mais malheureusement catastrophiques, c'est très compliqué à modéliser ça dans les stratégies de gestion active-passive des banques ou de gestion tout court du bilan bancaire. Voilà ce que je peux dire. Il nous reste quelques minutes s'il y avait d'autres questions. Vous êtes tenaillé par la faim. Oui, juste ici. Je ne vous vois pas. Merci, monsieur. Merci. J'ai une question. Cher ami, un ancien élève. Exactement. Un ancien élève qui a réussi, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Les anciens élèves, ils ont toujours réussi.
J'ai une question. Compte tenu de la crise budgétaire actuelle que traverse le pays, qu'est-ce que vous préconiseriez à notre gouvernement pour prendre des mesures qui ne vont pas casser la croissance et notamment ne pas revenir en arrière sur nos objectifs de transition énergétique? Sur nos objectifs de transition énergétique, puisque vous parliez tout à l'heure de la ministre de la Transition écologique qui menaçait de démissionner de son poste faute de budget. Oui, moi je reviens sur l'idée que j'ai développée, quand l'argent public est rare, même s'il va devenir moins cher avec la poursuite de la baisse des taux de la BCE, je pense qu'il faut utiliser les schémas de garantie. Ce qu'on a fait pour les PGE à l'égard des PME, on peut le faire, non pas pour l'ensemble des investissements écologiques, mais je pense qu'il y a des investissements écologiques qui pourraient justifier l'intervention de l'État à travers des systèmes de garantie. Je vous donne un autre exemple que les PGE, un peu plus ancien. Après la faillite de Lehman Brothers, c'est le 15 septembre 2008. Il y a eu une crise bancaire mondiale. Donc, également en France et en Europe, une crise bancaire. Les banques ne se prêtaient plus d'argent entre elles, même à 24 heures. BNP ne prêtait pas à Général et inversement. Crise de confiance. Qu'ont fait les États européens pour limiter la casse après la faillite de Lehman Brothers? Ils ont mis en place, chacun dans son pays, chaque État a mis en place dans le pays concerné un système de garantie des prêts interbancaires. Garantir les prêts interbancaires, ce qui a permis aux prêts interbancaires de repartir. Et la facture pour l'État, il y a une petite facture de quelques milliards d'euros, mais qui aurait été beaucoup plus forte si les États, comme c'est intervenu dans certains pays, si l'État français avait nationalisé les banques. Bon, donc moi je pense que dans une période de disette budgétaire, on a, je l'ai dit, beaucoup de choses à financer. Alors, certains disent, c'est pas grave, laissons filer le déficit public. Moi, il me semble qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Je l'ai dit, on a le déficit public à 6,1% en 2024, le plus élevé de l'Union européenne. La Grèce, en termes de déficit public, est derrière nous. En termes de dette publique, elle est au-dessus. Bon, donc, on est obligé de s'ajuster. Le débat, c'est à quelle vitesse on va s'ajuster. Il ne faut pas s'ajuster trop vite, parce que c'est derrière votre question. Si on fait une politique budgétaire trop restrictive, si on essaye de revenir trop vite à 3% de déficit, on casse ce qui reste de croissance. Et donc, le débat pour le gouvernement actuel ou les prochains, le débat, c'est le rythme optimal d'ajustement du déficit public dans un contexte où il faut qu'on s'ajuste. Sans ça, les agences de rating vont continuer à nous dégrader. On va payer des spreads de taux d'intérêt, des écarts de taux d'intérêt par rapport à l'Allemagne qui vont augmenter, etc. On sera dans des cercles vicieux que des pays comme la Grèce ont connus dans les années 2010. Donc, il faut s'ajuster. Et je répète, pour économiser l'argent public, moi, je pense qu'il faut utiliser les systèmes de garantie au niveau français, au niveau européen et peut-être au niveau mondial. Je parlais de la Banque mondiale tout à l'heure. Je ne vois pas tellement d'autres solutions. Alors, il y a la mobilisation de l'épargne dont j'ai parlé. Mais si les Français ne veulent pas s'investir à long terme, on ne peut pas obliger les Français à faire de l'épargne longue s'ils ne veulent pas. Bon, donc c'est uniquement par les incitations, par la politique fiscale, qu'on peut essayer de consolider l'épargne privée, en avantageant un peu les placements à long terme par rapport aux placements à court terme. Ça, c'est le rôle de la politique fiscale. Il peut y avoir des éléments. Conclusion par rapport à votre question, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut se battre sur toutes les facettes en même temps. Garantie des États et mobilisation plus intense de l'épargne privée au service de la transition écologique. Merci à vous et bonne soirée.
C'est l'étudiant dans quelques prochaines promotions. Par rapport à ce sujet, pensez-vous que le shadow banking influe sur la transition énergétique? Voilà la bonne question. Merci. Le shadow banking, c'est-à-dire la finance de l'ombre, la finance parallèle, le shadow banking doit jouer un rôle dans le financement de la transition et va jouer un rôle. Bonne soirée.